ma critique des textes sacrés islamiques ou de l'islam a un petit peu quand même un rapport avec la thématique de l'immigration. Il y a des gens qui veulent, tu les entends depuis des décennies à la télévision, ils passent juste leur temps à se lamenter et à commenter en balançant des anathèmes diabolisants, racistes, etc. Et à l'arrivée, ils ne changeront pas d'un iota le racisme ou l'envie de discrimination de gens qui ne nous aiment pas. Si je prends ma position en tant que Français d'origine algérienne, en France, je vais d'abord dire que c'est une chance et une opportunité d'être né en France. Vraiment, je m'en rends vraiment compte. C'est une terre de liberté, de droit et d'opportunité comme aucun pays du monde islamique n'aurait pu m'en donner. Et le peuple français est un des peuples les plus tolérants, les plus patients, les plus antiracistes, voilà, et accueillants. Quand vous faites preuve de bonne volonté, ils vous en récompensent. En gros, ce que je veux dire, c'est que par exemple, la mauvaise image des Arabes en France vient davantage, en gros, du fait que, par exemple, en France, qui est un pays très laxiste d'un point de vue judiciaire, libère facilement des criminels dans les rues, des criminels qui ont mon faciès, mon patronyme ou mes origines géographiques, qui vont participer à donner une mauvaise image de nous. Majid Toukacha, bonjour. Bonjour. Majid Toukacha, vous êtes écrivain et vidéaste. Merci beaucoup d'abord d'avoir accepté cet entretien. Merci de m'avoir invité. Avant toute chose, je le fais rarement, mais j'aimerais remercier ceux qui nous regardent et ceux qui sont abonnés à la chaîne de Témoins, parce que vous êtes maintenant plus de 11 000, chiffre qui n'arrête pas de grimper, et on essaye continuellement de vous proposer des vidéos malgré nos activités professionnelles externes. C'est pas notre principale activité, mais on essaye au maximum de vous faire le plus de vidéos possible. Et on est très content aujourd'hui de vous avoir. Aujourd'hui, est-ce que tout d'abord, vous pourriez vous présenter comme le veut la tradition? Je m'appelle Majid Toukacha, je suis un écrivain et vidéaste et je suis connu en tant qu'ex-musulman. Je suis un des premiers ex-musulmans, en tout cas de France, à avoir montré son visage et fait cette critique que je fais systématique de mon ancienne religion, l'islam, à travers une critique de ses textes sacrés, le Coran et les hadiths principalement. Voilà. J'ai une chaîne YouTube également, Majid Toukacha, sur laquelle je publie des vidéos de critique de l'islam, critique du Coran, critique des textes sacrés islamiques en général. Alors la critique de l'islam, c'est quelque chose que vous faites effectivement depuis très longtemps maintenant, que ce soit à travers vos écrits ou à travers des vidéos. Mais il y a un autre sujet que vous abordez de plus en plus et que longtemps vous avez voulu aborder, c'est l'immigration. Qu'est-ce qui vous a empêché jusque-là d'aborder cette question? Alors, tout d'abord, effectivement, je suis connu pour ma critique de mon ancienne religion, l'islam, et c'est un thème spécifique duquel je parle à travers mes livres ou dans mes vidéos, et donc je ne suis pas un chroniqueur, on va dire, de télévision ou sur Internet, et je dis ça sans mépris, mais en tout cas, qui peuvent parler de tout sujet, et qui dans la même journée peuvent commenter les problèmes, les disputes d'héritage d'Alain Delon, et puis le soir même la fermeture de Fessenheim, les conséquences sur l'autonomie énergétique française. C'est un talent qu'ils ont et ils peuvent parler de beaucoup de sujets, mais en tout cas moi, principalement, je me fixe sur mon seul sujet qui est voilà, tout simplement mon ancienne religion, l'islam. Maintenant, je suis un ex-musulman. Et c'est vrai que ça, c'est un premier aspect. Un deuxième aspect, c'est que de plus en plus, ma critique des textes sacrés islamiques ou de l'islam a un petit peu quand même un rapport avec la thématique de l'immigration, qu'on le veuille ou non, parce qu'en fait, la thématique de l'immigration qui entoure beaucoup d'enjeux et beaucoup de problèmes en France, par exemple, ne serait-ce que la question de la compatibilité éventuellement culturelle d'une immigration qui viendrait, qui serait accueillie par un peuple autochtone, ne serait-ce que le fait que dans ses fondements culturels et en termes de mœurs et en termes de valeurs, cette immigration est par exemple une idéologie anti-scientiste ou anti-humaniste qui pourrait contredire éventuellement les valeurs de la société d'accueil, voire même pas une incompatibilité, mais même une espèce de guerre interreligieuse possible, ou en tout cas d'incompatibilité, oui, effectivement, entre des modèles religieux qui ne s'accordent pas et qui sont vraiment opposés, ou modèles idéologiques opposés.
Et du coup, sur tous ces sujets-là, en fait, ou même les taux de criminalité éventuellement d'une immigration une taux de criminalité anormalement élevé dans un pays ou dans une ère culturelle, comme par exemple l'Europe, et sur tous ces sujets, qu'on le veuille ou non, de façon directe ou indirecte, l'islam est quand même voilà une variable, selon moi, qui n'est pas à négliger pour éventuellement faire des diagnostics voilà, par rapport à tous ces enjeux, tous ces problèmes. Et enfin, troisièmement, moi, en fait, je suis pas que Majid Oukacha, l'ex-musulman qui critique l'islam. Je suis aussi, dans ma vie personnelle, un citoyen français qui se soucie du sort de la France, qui s'inquiète du sort de la France. Et force est de constater, et c'est mon expérience à moi, c'est peut-être un hasard, hein, peut-être qu'à chaque fois, devant ma télévision, toutes ces dernières années, notamment en période d'élection présidentielle ou autre, peut-être que avec ma télécommande, je tombe toujours sur la mauvaise chaîne, je zappe toujours au mauvais moment, mais je sais pas pourquoi. À chaque fois, des gens qui sont censés me représenter, pas forcément me représenter de façon formelle, mais en gros, ils ont mon faciès, mon patronyme ou mes origines géographiques et ils sont issus de l'immigration arabe ou maghrébine. Je sais pas, à chaque fois qu'on leur tend un micro, trop souvent à mon goût, c'est des gens qui soit vont parler pour avoir un discours, se plaindre. En gros, ils vont se plaindre, ils vont réclamer par exemple des subventions ou réclamer des réparations à la France et donc réclamer de l'argent aux contribuables français finalement, peu importe sa couleur de peau, peu importe sa religion. Ou alors c'est des gens qui trop facilement, à mon goût, je trouve, alors qu'ils sont censés donner une bonne image de nous ou déplorer la mauvaise image, vont par exemple, comment dire, ils vont critiquer plus facilement, j'ai l'impression, par rapport à d'autres types d'immigration, la France, son histoire, ses ancêtres, les ancêtres du peuple français, sa culture. Ou alors, c'est facilement, on va en trouver parmi, encore une fois, des gens censés me représenter, des gens qui, dans des débats un peu clivants à la télévision, par exemple, des gens qui vont compatir avec des voyous et avec des racailles issus de notre immigration pour leur chercher des excuses et en parallèle tenir un discours anti-autorité de l'État et anti-police. Et je trouve trop souvent, donc pour conclure, que voilà, il y a beaucoup de gens qui sont censés, entre guillemets, me représenter dans l'apparence ou dans l'assignation identitaire et qui, en fait, ont un discours systématiquement plaintif et conflictuel qu'on associe pratiquement à l'arabité ou aux maghrébins qui passent à la télévision. Et moi, à chaque fois que je vais en interview, j'ai un peu conscience, je vis un peu dans mon esprit avec cette plutôt mauvaise image, et je dis ça sans victimisme ni accusation à l'égard de la France, mais avec cette plutôt mauvaise image d'une manière générale de l'immigration algérienne, par exemple, dont je suis issu, même si je suis né, j'ai grandi en France, ou des Arabes en général. Et j'essaie toujours de donner une bonne image au contraire. Je suis très content de lire dans des commentaires que des gens se disent qu'avec mon discours plutôt responsable, par rapport à la politique, par rapport à l'immigration, plutôt sensé et plutôt de bon sens, et non pas plaintif et conflictuel sans cesse par rapport à la France, eh ben, j'essaie de donner une plutôt bonne image, entre guillemets, des miens, même si je ne me sens appartenir qu'à la communauté nationale française. Et je veux quand même un peu m'exprimer sur ces sujets sociétaux, parce que je trouve qu'il y a trop de gens qui sont censés être comme moi, entre guillemets, et qui tiennent un discours qui, qu'ils le veuillent ou non, participe de cette image plaintive et conflictuelle associée à nous. On a une plutôt mauvaise image, voilà, il faut dire la vérité. Je pense même que c'est un des rares sujets qui mettrait d'accord tant la droite que la gauche en France. Je suis persuadé que si vous leur dites, vous trouvez pas que les Arabes ont une plutôt mauvaise image en France, ils vont être d'accord. Seulement, là où ils vont diverger, c'est peut-être dans le diagnostic à en faire. Peut-être, allez, je vais sortir une caricature juste pour terminer. Peut-être qu'éventuellement, si vous dites à des Français qui sont de gauche radicale, vous ne trouvez pas qu'il y ait une mauvaise image des Arabes en France ou dans le monde occidental même en général, si bien que c'est pas tellement un problème spécifique à la France. Peut-être qu'ils vont commenter ça en voulant compatir avec les victimes de cette mauvaise image, tandis que peut-être qu'il y a des gens de droite radicale, encore une fois je caricature, si vous leur dites vous ne trouvez pas qu'il y a une mauvaise image des Arabes en France ou dans le monde occidental, ils vont également valider ça, mais peut-être davantage commenter ça d'un point de vue accusatoire en disant on va cibler les coupables, on va dire pourquoi il y a cette mauvaise image, c'est de la faute de qui. Voilà, donc je pense qu'effectivement, j'espère que chaque fois que je m'exprime en interview, au-delà de ma spécificité sur le commentaire en rapport avec la critique de l'islam, quand je veux parler et que je représente aussi le citoyen Majid Oukacha, j'espère donner une plutôt bonne image de moi, de l'immigration algérienne que peut-être je représente entre guillemets indirectement ou des Arabes.
Mais justement, je me permets d'intervenir. Tu parles de tous ces commentaires qui te disent que tu donnes une image qui change de ce qu'ils ont aussi l'habitude d'entendre sur les plateaux. Mais qu'est-ce que tu réponds aux commentaires? Parce que je suppose que tu en as aussi qui vont te dire qu'au contraire, tu es un arabe de service et que tu valides consciemment ou inconsciemment le discours du « il y en a des biens ». Alors, moi, je fais des constats et je considère que les gens qui vont dans le paradigme que tu cites, ils commentent du superflu et pas des faits. Moi, j'essaie de me concentrer un maximum sur les faits et surtout, j'essaie d'être pragmatique. Il y a des gens qui veulent, tu les entends depuis des décennies à la télévision, ils passent juste leur temps à se lamenter et à commenter en balançant des anathèmes diabolisants, racistes, etc. Et à l'arrivée, ils ne changeront pas d'un iota le racisme ou l'envie de discrimination de gens qui ne nous aiment pas. Moi, je suis un mec pragmatique. Ce que j'essaie au contraire de faire, c'est, déjà quand je passe dans un média où il y a des spectateurs peut-être qui ont une mauvaise image de l'immigration maghrébine ou des Arabes, je me dis, au pire, j'ai l'impression que mon discours qui consiste à ne pas compatir avec des voyous de ma, entre guillemets, communauté ou des racailles de ma communauté et de dire je me dissocie d'eux, je veux effectivement qu'ils aillent en prison à vie et non pas leur chercher d'excuses. Je trouve qu'avoir un discours plutôt responsable sur la situation socio-économique française et avoir un discours responsable également sur l'immigration et pas être dans le sans-frontiérisme complètement fou, je trouve que avoir un discours plutôt sensé, rationnel et non pas à chaque fois qu'on me tend un micro, avoir un discours plaintif et conflictuel, pour moi, ça participe de plutôt donner une bonne image et de ne pas, tu as employé cette expression là, arabe de service, voilà, de ne pas. Enfin, moi, je me sens vraiment pas comme ça. Et au contraire, je lis des commentaires plutôt constructifs. Je pense, au contraire, les gens qui emploient cette expression, c'est plutôt des gens qui présument de la pensée de gens qu'ils accusent d'être des racismes ou de l'extrême droite, etc. Mais c'est très rare, je trouve, des dits identitaires ou gens de droite radicale qui moi-même me traitent d'arabe de service. J'ai vraiment pas l'impression, peut-être je peux me tromper, mais voilà. Mais le rayon paralysant de ce prétexte qui évite d'aborder des problèmes concrets dont il faut parler, des problèmes d'ordre culturel, des problèmes en rapport avec l'immigration, et voilà, je trouve que c'est un peu en général plutôt un prétexte utilisé par beaucoup pour empêcher d'aborder le fond du sujet qu'on va aborder ensemble, évidemment. Alors, je n'en doute pas. Vous parlez beaucoup de victimisation. Ah, victimisation. De victimisation. Ah, vous parlez beaucoup de victimisation. Selon vous, d'où elle vient, cette victimisation? Parce que vous parlez d'un côté de victimisation et d'un autre d'un déni des problèmes. C'est-à-dire le déni complet de la situation réelle du pays ou de problématiques que peuvent rencontrer les Français d'origine extra-européenne et autres. À votre avis, d'où est-ce que ça vient? D'où est-ce que ça vient, cette victimisation constante? D'où est-ce que ça vient, ce déni des réalités? Ce serait vraiment très complexe. Je vais essayer de faire de mon mieux pour en parler, mais en gros, être une victime et tenir un discours de victime ne me dérange pas sur le principe. Pour moi, c'est juste le véhicule. Mais derrière, j'essaie de voir quelles idées sont connectées, quel est le but. Mais le principe d'une victime qui se plaint voilà, qui a un discours victimaire, ça ne me dérange pas. Seulement, moi, je dis que quand je veux parler de la mauvaise image éventuellement de mon immigration maghrébine ou des Arabes en France, je préfère avoir un discours pragmatique plutôt que simplement me lamenter. Je trouve que ça ne sert à rien et ça n'arrangera pas les problèmes. Je vais donner un exemple. Par exemple, moi, si je prends ma position en tant que Français d'origine algérienne, en France, je vais d'abord dire que c'est une chance et une opportunité d'être né en France. Vraiment, je m'en rends vraiment compte. C'est une terre de liberté, de droit et d'opportunité comme aucun pays du monde islamique n'aurait pu m'en donner. Et le peuple français est un des peuples les plus tolérants, les plus patients, les plus antiracistes, voilà, et accueillants. Quand vous faites preuve de bonne volonté, ils vous en récompensent. À côté de ça, il faut aussi dire une vérité, forcément. Oui, moi, dans ma vie, ça m'est arrivé d'avoir, heureusement, c'était de façon minoritaire, été victime de discrimination, sans doute à cause de cette mauvaise image des Arabes en France, mais moi, j'en ai un diagnostic un peu différent de ce que j'ai l'habitude d'entendre et je vais vous l'expliquer. Je vais donner un exemple, par exemple, parce que c'est très rare que j'ai vécu des discriminations en France. Vraiment, la France a des lois très antiracistes, très efficaces par rapport aux discriminations. Même un truc tout bête, un commentaire qui va peut-être vous faire rire, mais par exemple... moi, je suis déjà allé en Algérie l'été, durant ma jeunesse. Si vous allez sur un marché, il n'y a pas de prix sur les produits.
c'est vous le code barre en fait. Et quand ils voient un Français d'origine algérienne qui vient de France, ils supposent que le prix augmente, alors que un autre gamin qui est made in Algérie, eh ben peut-être ils vont lui proposer le produit moins cher. Moi, quand je passe dans un supermarché et que je vois un sandwich ou une bouteille d'eau avec un prix dessus, quelque part pour moi c'est une mesure antiraciste, parce que ça veut dire que le noir et l'arabe et le blanc, ils l'achètent au même prix en fait. Donc vous voyez, même ce genre de loi indirecte, l'obligation d'avoir un prix fixe par produit et pas à la tête du client, quelque part ça participe à cet antiracisme. Mais par exemple, je vais donner un exemple. Dans la recherche du logement, moi, à travers ma mobilité géographique dans ma vie, pour des études ou pour changer de travail, ça m'est arrivé de faire des recherches de logement et force est de constater, comme beaucoup de Français d'origine maghrébine, on se l'est déjà dit entre nous, que oui, on subit des discriminations, mais je reconnais que c'est difficile à prouver. Parce que par exemple, c'est tellement d'appels que j'ai eu il y a 10 ou 15 ans où ça se passait très bien au téléphone, j'avais un CDI avant, je travaillais avec un revenu suffisamment convenable pour me payer voilà un logement sans problème. Et combien de fois j'ai vécu cette scène des dizaines de fois au téléphone où tout d'un coup je donne mon nom et mon prénom et le ton de la voix change. Certes, c'est subjectif, je peux pas prouver. Et le rendez-vous qui devait avoir lieu finalement n'a pas lieu parce que la personne, j'ai dit Majidou Kacha et j'ai envie de vous dire, même quand je lui dis Majidou Kacha, elle sait même pas quand est-ce que le prénom s'arrête et quand est-ce que le nom commence. Majidou Kacha, Majidou Kacha. Mais bon, elle a compris que ça semblait exotique, alors que à ma façon de parler, on n'a pas l'impression d'entendre quelqu'un d'origine immigrée, mais j'ai vécu cette situation tellement de fois que je peux dire que je pense avoir été souvent victime de discrimination, effectivement. Mais moi, je suis un mec pragmatique, j'ai envie que les problèmes s'arrangent, et je trouve que dans la lutte contre les discriminations en France, il y a un problème de diagnostic, il y a un problème de solution. Par exemple, pour le problème de diagnostic, je vais vous citer quelque chose dont je me suis rendu compte dès l'enfance, l'adolescence, le début de l'âge adulte. Moi, j'ai été habitué quand j'étais petit, il n'y a pas l'internet démocratisé. En gros, il y avait la télévision. C'était cette fenêtre sur le monde où les leaders d'opinion commentaient un peu la réalité. Par exemple, on fait venir une femme de ménage dans C'est mon choix et on suppose que elle représente les femmes de ménage. Un plombier, on suppose qu'il représente les plombiers. Bref. Et cette télévision, je ne sais pas si elle faisait une sélection, mais j'avais l'impression que la plupart des militants qui avaient un discours antiraciste, et je ne le leur reproche pas, c'est très bien sur le principe de l'antiraciste, il n'y a pas de problème. Mais par exemple, beaucoup, j'ai l'impression, ont eu comme commentaire de dire que, en tout cas, moins habitué moi, ou peut-être c'était un hasard, peut-être je tombais à chaque fois devant ma télévision, toujours devant le mauvais programme, toujours au même moment, des gens qui disaient très souvent que les Français qui ne nous aiment pas, nous les Arabes, ne nous aiment pas par racisme. Alors je précise, j'ai peut-être oublié de le dire au début de l'interview, quand je dis arabe, c'est pas la peine les gens académiciens en commentaire de dire ah, ils confondent Moyen-Orient et Maghreb, ah, ils confondent berbère, mais c'est une facilité de langage. Je peux pas dire à chaque fois durant toute cette interview les gens qui ont mon faciès, mon patronyme ou mes origines géographiques de la péninsule arabique au Maghreb, les berbères, donc je dis les arabes, on a très bien compris ce que cette facilité de langage veut dire. Voilà, mais je vais dire souvent ça parce que même des gens qui ne nous aiment pas entre guillemets, ils disent les arabes. Voilà. Bref. Je vais essayer de pas perdre le fil de ce que je voulais dire. Et donc, très souvent, effectivement, voilà, ces militants avaient une tendance à dire que les Français qui ne nous aiment pas, les gens en France qui ne nous aiment pas par racisme. Or, j'ai constaté, durant mon enfance, durant mon adolescence, que si c'était si vrai que ça, ce paradigme, comme quoi ils ne nous aiment pas soit à cause de notre couleur de peau, voilà, en tant que arabe entre guillemets, soit à cause de notre origine géographique étrangère, donc par xénophobie. Alors dans ce cas-là, dans les mêmes proportions, pourquoi ces Français ou même Français de souche ou Français blancs, disons-le franchement, pourquoi ils ne détestent pas ou ils ne se méfient pas dans les mêmes proportions des Sud-Américains, Équatoriens ou Colombiens à la peau brune ou cuivrée comme on dit, ou des Asiatiques, Vietnamiens ou Japonais à la peau jaune, ou même de leurs propres compatriotes, de nos compatriotes, des dom-toms à la peau marron, ils devraient les détester ou s'en méfier dans les mêmes proportions. Eh ben non, parce qu'en réalité, quand vous discutez avec ces gens qui en général se méfient des Arabes, ou ne les aiment pas, veulent les fuir, ne veulent pas les embaucher, ne veulent pas leur louer un logement, ils se plaignent davantage de comportement ou d'une crainte d'un autre ordre que d'une couleur de peau. C'est ça la réalité. Je sais qu'il existe en France des racistes, mais on peut pas les dénombrer parce que tellement c'est vraiment diabolisé dans l'espace médiatique et tellement c'est vraiment combattu dans l'espace judiciaire, c'est très difficile de savoir combien il y a de racistes qui peut-être, moi,
pourraient m'envoyer sur un bateau et me dégager sur un autre continent, même si ils savent au fond d'eux, par exemple, que je suis un Français patriote, qui a un discours responsable et qui est sans doute plus utile à la France, je l'espère, que nocif pour la France. Je sais aussi qu'il existe des adulateurs marginaux du dictateur moustachu allemand qui s'habillent en cuir et qui ont des petits clubs secrets, mais c'est tellement marginal que on voit jamais de photos ou quasiment jamais, on n'en parle jamais. Et je sais que c'est très rare. Je sais même qu'il existe des racistes qui ont un discours biologiste ou colonial consistant à faire une hiérarchie des races, certes, mais la réalité, quand vous discutez avec la majorité des électeurs français anti-immigration, eh ben, l'écrasante majorité, ils se plaignent de l'immigration, soit pour des questions économiques ou sociales, soit pour des questions de comportement, davantage que pour des questions de différence de couleur de peau. Parce qu'encore une fois, ils devraient tout autant détester un Portugais bronzé, un Colombien bronzé, un Vietnamien ou un Japonais à la peau jaune, ou des Français issus des dom-toms. Et donc, cette question du diagnostic est très importante, parce que pour moi, en fait, je sais qu'il y a beaucoup de Français, même des Français d'origine maghrébine qui sont musulmans et qui n'apprécient pas mon travail de critique de l'islam, même pour beaucoup, ils sont d'accord avec ça. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que en venant aujourd'hui pour faire cette interview, mais peut-être on en parlera un peu plus tard quand on parlera peut-être de politique, parce que je vais essayer de pas me disperser, mais je me suis fait une réflexion vraiment qui m'a semblé révolutionnaire dans ma tête. J'ai vraiment l'impression que certains pays qui sont extrêmement laxistes d'un point de vue judiciaire et donc qui laissent facilement... En gros, ce que je veux dire, c'est que par exemple, la mauvaise image des Arabes en France vient davantage, en gros, du fait que, par exemple, en France, qui est un pays très laxiste d'un point de vue judiciaire, libère facilement des criminels dans les rues, des criminels qui ont mon faciès, mon patronyme ou mes origines géographiques, qui vont participer à donner une mauvaise image de nous en faisant des attentats, en passant dans les médias, en passant à la télévision, en voyant leur nom dans les journaux, en faisant des bad buzz sur Internet, ils donnent une mauvaise image des gens comme nous. Et j'ai l'impression, peut-être, je me suis fait cette réflexion, qu'en fait, les pays les moins efficaces pour lutter contre la criminalité dans une société, et ben pour compenser, et je ne les défends pas, je ne défends pas les discriminations dont j'ai été victime, et ben il y a des gens qui se méfient davantage entre communautés. Ils ne veulent pas leur louer de logement, ils ne veulent pas les côtoyer, ils enlèvent leurs enfants d'école. Alors que si on était dans un pays très sévère envers la criminalité, pas comme en France, ce seraient les voyous dans les écoles qu'agressent qui dégageraient de l'école et non pas leurs victimes qui sont obligées de changer d'école. Et ben du coup, peut-être qu'il y a beaucoup de Français qui se méfient des Arabes, qui les fuient, etc., qui doivent compenser le fait que la France est plus un paradis, j'ai l'impression, pour les criminels et plus un enfer pour les victimes. Et du coup, ces gens, dont je ne défends pas évidemment les discriminations, ils compensent en discriminant au quotidien, en fuyant des gens dont ils estiment que, soit à tort ou à raison par le prisme des médias, soit à travers des rumeurs qu'ils ont entendues entre eux ou des mauvaises expériences qu'ils ont vécues, ont l'impression que notre immigration maghrébine ou arabe crée davantage de tumultes et davantage de problèmes que d'autres types d'immigration. Donc ça, c'est un premier point sur le diagnostic que je trouve intéressant, vraiment, et lucide, je pense. Et un deuxième point, je vais terminer par là, désolé, je suis un peu long, mais je trouve que c'est intéressant de... C'est le but de l'interview. Voilà, c'est intéressant en tout cas de donner... Et c'est aussi un aspect, parce que j'essaie de rebondir sur cette question de la victimisation ou du discours victimaire, l'aspect résolution des problèmes. Moi, j'essaie d'être pragmatique encore une fois, c'est très bien de lutter contre le racisme, les discriminations, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Mais j'ai beaucoup entendu à la télévision, encore une fois, c'est peut-être un hasard, peut-être qu'il y a un filtre des médias qui adore un certain type de profil censé me défendre et qui, selon moi, mettent des buts contre notre camp, entre guillemets, parce que je ne me sens appartenir qu'à la communauté nationale française et au camp national. Je me sens pas subdivisé dans un camp, mais j'ai un camp par assignation, on va dire. J'entends souvent des gens qui, sont anti-discrimination. Je les entends beaucoup dans des médias parler d'identifier les racistes, condamner les racistes, faire taire les racistes. D'accord, ok. Mais je les entends moins expliquer comment un raciste devient raciste ou comment on enlève les idées racistes de la tête des racistes. Or, c'est ça du pragmatisme qui doit nous aider à améliorer notre image, entre guillemets, parce que, par exemple, eux qui sont vraiment dans l'idée d'identifier les racistes, les faire condamner, les faire taire, en soi, pour moi, cette posture s'incarne parfaitement dans tous ces procès qu'on a, par exemple, en France. On va donner un exemple que j'avais donné dans une de mes dernières vidéos, où, par exemple, un mec qu'on fait venir dans un tribunal, un patron, et en fait, on le fait condamner parce qu'il a refusé d'embaucher un maghrébin. Il a juste eu l'honnêteté, entre guillemets, de lui dire en face, désolé, j'embauche pas d'arabe, je veux pas d'arabe, je veux pas de problème, je veux pas d'arabe, bref. Il va se passer quoi? Le tribunal va condamner ce patron
ça va pas lui enlever ses idées racistes de la tête, ça va pas lui donner envie de moins embaucher des Arabes, juste il sera plus malin. La prochaine fois que le filtre de la secrétaire aura mal fait son travail et qu'il se sera retrouvé face par exemple à un gars qui s'appelle Moïse, mais en réalité il est musulman, et il y a une ambiguïté, bref, il est passé devant lui, ce patron, il aura l'habileté, entre guillemets, de dire à ce gars-là, merci d'être venu, on vous rappellera, et il le rappellera jamais, et le racisme, la discrimination perdurera en fait. Et moi, je trouve que dans cet aspect résolution du problème de la mauvaise image de l'immigration, pour moi, en réalité, il faut regarder des sujets en face. Par exemple, moi, je suis d'origine algérienne. En France, c'est des chiffres de l'INSEE, du ministère de la Justice. Le taux d'incarcération des Français est de 1,1 pour 1000, je crois. Et de mon immigration algérienne, il est de 7 pour 1000. Il y a une grande surreprésentation, effectivement, de l'immigration dans les prisons françaises. Et d'ailleurs, même à travers toute l'Europe, c'est même pas spécifique. Oui, même la réputation de French Arabic, dont vous avez déjà entendu l'expression en dehors de l'Europe, prouve qu'il y a peut-être également un problème à cibler. Et il n'y a même pas besoin de s'intéresser aux statistiques du taux d'incarcération, parce que grâce à Internet, où tout le monde est un peu un journaliste du quotidien, eh ben on se rend compte que dans des vidéos, dans des publications, il y a beaucoup de bad buzz qui entretiennent également la mauvaise image de mon immigration dans des comportements parfois d'incivisme légaux, illégaux, mais par exemple, et qui d'ailleurs nuisent à cette excuse sociologique un peu facile de ils sont pauvres, donc c'est pour ça qu'ils commettent des crimes. Par exemple, moi je suis atterré à chaque fois qu'il y a une victoire de l'Algérie dans une compétition sportive de football. Qui c'est qui vient casser dans des centres-villes en agitant des drapeaux et qui viennent foutre le bordel? C'est jamais des supporters vietnamiens. Même le Portugal qui a gagné en finale de la Coupe d'Europe en 2016 sur le territoire français, alors que les Français d'origine portugaise sont tellement nombreux en quantité, il n'y a même pas eu de débordement comme il y en a de d'autres types d'immigration. Ou par exemple, les cortèges de mariage qui dégénèrent le plus à chaque fois et font la une dans l'actualité et finissent, comme je le dis souvent en plaisantant, en remake de Fast and Furious, ça vient de quel type d'immigration? Et ben là, dans les deux exemples que je viens de vous donner, l'excuse de la pauvreté ne tient même pas en fait. Quel est le rapport entre la pauvreté et le fait de faire du bordel à des cortèges de mariage ou la pauvreté et de tout casser pour des célébrations qui en réalité sont un prétexte, parce que même quand leur équipe perd, ils cassent tout, même quand l'équipe fait match nul, ils cassent tout, si bien qu'en réalité, c'est juste un prétexte. Est-ce que du coup, ça rejoint pas ce que vous disiez tout à l'heure sur l'impunité? Et je vais aller au-delà de ça, hormis l'impunité juridique, le lien culturel, dans le sens où on parlait tout à l'heure d'immigration italienne ou portugaise qui ont eu lieu en France, effectivement, et il y a un côté très enjoliveur, on a l'impression que cette intégration s'est extrêmement bien passée, ce qui est plutôt faux d'ailleurs. Il y a aussi eu du racisme envers les Italiens, envers les Portugais et autres, mais qui ont in fine réussi effectivement à s'assimiler complètement. Peut-être parce qu'il y a une proximité aussi, et c'est une question que je vous pose, culturelle, religieuse. On fait le lien d'ailleurs avec vos ouvrages. J'aime pas forcément ce terme, mais aussi ethnique, l'effet miroir. Ils nous ressemblent, ils s'intègrent beaucoup plus facilement. Est-ce que de ce fait, il n'y a pas une différenciation plutôt culturelle? Parce que vous l'avez dit, les Vietnamiens et l'immigration asiatique a beaucoup plus facilement, visiblement, réussi à s'intégrer à la société française. Est-ce que c'est pas juste un effet culturel? C'est qu'effectivement, je me place dans la tête d'un haraga, un migrant qui vient de débarquer en France. En fait, les lois françaises, bon, elles sont pas punitives, vous l'avez dit. Donc, on se permet peut-être aussi certains comportements qu'on serait jamais effectivement permis, par exemple, au pays. Alors, en partie et pas totalement. D'abord, moi, je vais partir d'un constat et je vais essayer de pas dévier de votre question. Rappelez-le moi, si jamais je dévie, je m'en excuse. D'abord, moi, je pense qu'un des meilleurs moyens de voir, d'analyser une immigration qui fonctionne et qui fonctionne pas, c'est comme dans tous les domaines. Un marché du travail qui fonctionne ou qui fonctionne pas, regardons à échelle mondiale les pays qui fonctionnent, les pays qui fonctionnent pas et analysons des patterns un peu communs, si je puis dire. Et ben, on peut faire un peu pareil pour l'immigration. Je pense que, par exemple, déjà, le type d'immigration qui vient en France dans les règles du jeu, si je puis dire, coche toutes les cases, selon moi, davantage de ce qu'il ne faut pas faire plutôt que ce qu'il faut faire. Encore une fois, c'est juste un constat comparatif. Par exemple, en France, moi déjà, une immigration qui doit bien s'intégrer et qui s'assimile et qui pose pas de problème à un pays, pour moi, c'est déjà une immigration consentie par un peuple. Par exemple, qui peut, par des votations citoyennes ou des référendums, donner son avis dessus. Or, force est de constater qu'en France, moi, depuis que j'ai eu accès à la citoyenneté, ça a commencé mon accès à la citoyenneté en France quand je suis devenu majeur, et ma première élection, entre guillemets, c'était en réalité un référendum en 2005.
Et ben, en fait, c'est la première élection où on m'avait pas expliqué que non, ça veut dire oui et oui, ça veut dire oui. Donc en fait, finalement, voilà. Et depuis, on m'a pas demandé mon avis en fait, parce qu'en fait, on me demande pas de voter une loi ou de donner mon avis sur quelque chose depuis, mais juste d'élire des gens, d'élire des faiseurs de promesses qui éventuellement peuvent nous trahir ou nous mentir ou etc. Et en plus, dans un cadre où en France, il y a quand même une certaine corrélation entre le taux de passage à la télé et le pourcentage que tu vas récolter dans les urnes. Et donc, force est de constater que la télévision accentue également ce biais qui avantage certains plutôt que d'autres. Mais donc déjà, la situation de la France, c'est une France où, sondage après sondage, les citoyens français sont plutôt réfractaires à l'immigration pour diverses raisons, selon moi, d'histoires de comportement, peut-être aussi un aspect culturel, on va pouvoir en parler, mais aussi des aspects socio-économiques. Et pourtant, les politiciens font l'exact inverse. Ils font venir des centaines de milliers de gens. Et aussi, la France, dans un aspect de loi supranationale, subit également des lois européennes de l'Union européenne. Par exemple, ce mécanisme de répartition des migrants ou le fait que, mais je veux pas dire de bêtises, c'est pas ma spécialité. En gros, si un immigrant extra-européen s'enregistre dans n'importe quel pays européen, il a le droit de circuler après où il veut et plus facilement vont venir en France. Donc en ce sens, on peut dire qu'on a une immigration davantage subie que consentie. À côté de ça, il y a aussi la question des capacités du pays à accueillir de l'immigration. La France est un pays surendetté, je crois, à 3300 milliards de dettes. On est en pénurie, ou en tout cas, on peut pas dispenser suffisamment de logements, en pénurie d'emplois, en pénurie de budget, même en crise de l'identité. Et on a des centaines de milliers de mal logés et de sans logis, et on fait venir pourtant des centaines de milliers de gens qui, parce qu'on ne fait pas un tri comme d'autres pays dans le monde, c'est plutôt une immigration humanitaire, si je puis dire, en France. Voilà, une immigration qui a davantage besoin qu'on lui trouve un logement, davantage besoin qu'on lui trouve un emploi, etc. Et donc, là, encore une fois, on coche cette case qui fait que c'est pas adapté. Également, il y a ces pays, effectivement, c'est dans la continuité de mon deuxième argument, qui font venir une immigration qui leur rapporte davantage qu'elle ne coûte. Moi, mon but, c'est pas que la France tonde le dos de l'immigration et se fasse de l'argent sur son dos, mais à un moment donné, c'est un peu binaire, en fait. Si on choisit pas, si on n'est pas sélectif sur une immigration à un minimum à haute valeur ajoutée, qui est davantage autonome et a la capacité de subvenir à ses besoins, et ben, la France s'est plutôt tournée vers un regroupement familial et un type d'immigration humanitaire et même une terre d'asile psychiatrique également, puisque apparemment on veut faire venir facilement tous les gens qui ont des problèmes mentaux du tiers monde. Et à l'arrivée, ça crée également, on coche une case d'un décalage et d'un problème accentué avec notre immigration que déjà on doit essayer de restreindre et même d'intégrer déjà ceux qui ont des problèmes d'intégration. Et enfin, c'était mon argument de tout à l'heure, on est un terrain judiciaire qui est très favorable, trop favorable à la criminalité. Et dans les pays qui sont très efficaces envers les criminels, les immigrants se tiennent à carreau, se savent virables à tout moment et se tiennent à carreau. Et c'est pas comme la France où il y a des clandestins qui ont 1000 recours possibles avant d'être expulsés, qui peuvent rester des années et finalement être régularisés de façon indirecte parce qu'ils ont fait un enfant. Ou des clandestins carrément qui manifestent devant des policiers. Vraiment, on n'est pas du tout sur le même plan. Donc déjà, ça, c'est un premier point. Maintenant, sur l'aspect culturel, effectivement, moi, par exemple, ça m'arrive d'entendre des politiciens de droite qui semblent courageux en l'apparence, par exemple en dénonçant l'immigration. Et moi, j'ai une théorie, c'est qu'en fait, ces politiciens, pas tous, qui critiquent l'immigration tout court, en fait, ils emploient immigration pour dénoncer un problème. Et j'ai compris, en fait, je me vexe pas. Moi, ça me vexe pas quand ils parlent de ça. J'ai compris ce qu'ils veulent dire. En fait, ils veulent dire que statistiquement, à échelle macroscopique, tu fais venir une immigration qui va faire venir ou alimenter des problèmes dans des proportions anormales par rapport à la moyenne autochtone. D'accord, j'ai compris. Mais en gros, j'ai l'impression que leur discours, l'emploi du mot immigration, c'est un peu l'équivalent du mot jeune employé par des politiciens de gauche pour avoir à ne pas dire racaille ou criminel. En gros, ils vont dire, ouais, mais c'est des jeunes, sous-entendu, ils font des crimes parce qu'ils sont jeunes, etc. Déjà, c'est évident que un mec de 68 ans, grabataire, qui a le coccyx cassé, oui, statistiquement, il va moins devenir une racaille que des 15-35 ans où on pioche davantage de racailles. Mais à un moment donné, et je vais pointer du doigt une petite contradiction, selon moi, de certains politiciens ou militants associatifs qui se disent de gauche, et je vais revenir également à une critique de certains politiciens également qui se disent de droite par rapport au sujet de l'immigration. J'aime pas le deux poids, deux mesures. Quand on a envie de pointer
une surreprésentation d'un certain type d'immigration venant de certaines aires culturelles ou certaines religions, par exemple dans les attentats terroristes, par rapport à l'islam, et qu'il y a un politicien ou un représentant associatif de gauche qui dit « mais c'est une minorité », sous-entendu c'est pas la majorité, d'accord, admettons, mais déjà, il n'y a pas besoin qu'un problème représente plus de 50% d'une population pour que ça existe. Moi, je lâche 3 serial killers dans un immeuble de 12 vieilles dames, c'est une minorité, ça va pourtant foutre la merde. Je lâche 3 fouteurs de merde dans une classe de 30 élèves, c'est une minorité, mais ça va foutre la merde. Mais une minorité trop importante peut créer des problèmes parmi une population, même s'ils sont jamais la majorité. Donc c'est un peu trop facile. Mais si ils ont envie de jouer à ce jeu-là et de ne pas vouloir parler de points communs culturels peut-être surreprésentés dans certains types de crimes, de délits, de discours, au prétexte que « mais c'est pas toutes les migrations islamiques, etc. » Alors de l'autre, c'est pas quand ça les arrange et qu'il y a des racailles et des criminels dire « mais c'est à cause de la pauvreté économique, mais c'est parce qu'ils sont des jeunes. » Bah non, la majorité des jeunes ne sont pas des criminels, la majorité des pauvres ne sont pas des criminels, c'est une insulte faite aux pauvres qui ont bien éduqué leurs enfants et bien éduqué leurs jeunes. Donc c'est pas, donc là, ils jettent sous le bus de la discrimination, ils jettent sous le bus de l'amalgame, les jeunes et les pauvres quand ça les arrange. Par contre, ils veulent pas le même discours quand on a envie de souligner qu'éventuellement, il y a certains profils qui reviennent plus souvent. Et le but, c'est pas d'attaquer la couleur de peau, évidemment. C'est juste qu'il y a peut-être certaines cultures et certains modèles culturels. Si à échelle de millions d'individus, vous avez une culture qui enseigne la haine des mécréants hors de votre religion, à un moment donné, ça relève pas de la science-fiction de s'interroger sur la capacité de s'intégrer à un peuple qui est mécréant, entre guillemets, autochtone et qui les accueille. C'est une question à poser. Voilà, c'est vraiment évident. Et donc, je vais quand même tacler également un certain discours également qu'on peut retrouver dans la droite, pas chez tout le monde, effectivement, et comme chez la gauche également. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens à droite faussement courageux, pas tous, qui disent immigration pour ne pas avoir à parler du sous-ensemble précis. Parce que, par exemple, en quoi des Français d'origine portugaise, vietnamienne, polonaise, qui se tiennent à carreau, qui ont une tellement bonne image en France, vraiment, ils sont tellement discrets, bien intégrés, ils sont associés à des choses positives, pourquoi ils devraient allumer leur télé et entendre un politicien dire que l'immigration tout court pose problème? L'immigration, ça veut juste dire un déplacement d'un point A à un point B dans l'absolu. Même un jeune, je l'avais dit dans une de mes vidéos récentes, qui est étudiant, qui doit voyager de Niort à Montpellier pour ses études, en soi, c'est une forme d'immigration. Le mot immigration ne sous-entend même pas la transnationalité, le fait de passer une frontière nationale. Et en réalité, ces faux courageux qui veulent parler de l'immigration tout court, mais j'ai compris ce qu'ils veulent dire, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça leur évite, en fait, de parler de sous-ensemble un peu plus précis. Est-ce que c'est pas certaines immigrations qui posent problème et pas toutes les immigrations? Est-ce qu'il n'y a pas certains types de modèles culturels qui, éventuellement, posent question et pas d'autres? C'est ça également la question. Moi, j'entends la souffrance de Français de souche. Un Français de souche qui peut pas arriver dans un commissariat et dire « j'ai l'impression que mon quartier s'est transformé, que je suis minoritaire dans un quartier majoritaire et que les gens autour de moi d'une certaine religion, ils ne sont qu'entre eux, il y a du vivre à côté, il y a des regards de défiance, ils tirent le bras de leur enfant en disant « non, te mélange pas à mes enfants, etc. » Ils peuvent pas se plaindre de ça à la justice. La justice, elle a ses limites. C'est difficile d'analyser ce qui relève de la bonne intégration ou pas intégration. Comment vous voulez différencier 3 immigrants musulmans en France qui ne restent qu'entre eux par affinité culturelle parce qu'ils s'aiment bien par amitié, de 3 immigrants musulmans qui ne restent qu'entre eux par détestation des mécréants et par envie de sécession culturelle? C'est impossible à dissocier, voilà. C'est quelque chose, pour moi, ça participe de toute la complexité du problème. J'espère avoir bien répondu, je ne sais plus si j'ai dévié éventuellement, mais voilà. Mais tout ça pour dire qu'en tout cas, derrière le mot immigration, il faut regarder certaines réalités. Moi, je pense qu'il faut voir à la fois l'aspect culturel, et c'est pas facile. Il y a des données un peu plus subjectives du point de vue des cases de la sociologie, de la justice et de la police à cocher. Et il y a d'autres problèmes un peu plus concrets. Par exemple, le taux de criminalité. Par exemple, le taux de gens qui auront davantage besoin de l'assistance économique du peuple français. Voilà. Et je pense que c'est un problème global. Il y a en partie l'aspect culturel, il y a aussi en partie, et peut-être que les deux sont un peu reliés également. Peut-être que des populations, c'est une corrélation, mais pas forcément une causalité. Mais peut-être que des populations venant d'un pays qui a été très très appauvri par également des problèmes de mauvaise organisation, même des problèmes culturels, peut-être des problèmes également dans l'éducation religieuse et scolaire. Peut-être ça joue à l'arrivée également.
Alors justement, j'ai une question qui m'amène à ça. Je vais donner une anecdote un peu personnelle, mais moi, Ouais. par exemple, je suis pas né en France, j'ai été naturalisé. Mhm. Et il m'est arrivé, pour renouveler ma carte de séjour, de dormir le dimanche soir dans la rue, devant la préfecture, en fait, pour être l'un des premiers à refaire D'accord. ma carte de séjour pour pouvoir aller ensuite en cours, parce que j'étais lycéen. Ok. Autour de moi, il y avait effectivement des Pakistanais, pour le coup, ils étaient Pakistanais, parce qu'ils n'étaient pas encore français. Il y avait des Maghrébins, il y avait des personnes issues d'Afrique subsaharienne. Tous ces gens, et vous l'avez dit tout à l'heure, sont majoritaires. Effectivement, c'est des gens qui se réveillent très tôt le matin pour aller bosser très tôt le matin. Pourquoi est-ce que cette majorité ne dénonce jamais cette minorité? J'ai l'impression qu'il y a une espèce d'omerta communautaire, où on ne dénonce effectivement pas cette minorité beaucoup trop bruyante, beaucoup trop nuisible aussi à l'image des autres communautés. Pourquoi est-ce cette omerta interne? Alors, c'est un ressenti que vous avez et que je peux avoir aussi en partie. Peut-être que ça part d'une bonne intention de certains d'entre eux et qu'en fait, ça crée l'effet inverse. Je vous donne un exemple. Moi, je discute beaucoup avec des Français, voilà, de mes origines, dans ma vie également, avec des Français d'origine maghrébine, d'origine algérienne. Beaucoup, par exemple, à chaque attentat commis par un Français d'origine maghrébine au nom de l'islam, donc ça cumule en plus, parce que souvent c'est des Maghrébins qui sont musulmans et qui ils se disent « Ah là là, on va encore raser les murs pendant quelques temps parce que c'est encore un des nôtres, entre guillemets, par assimilation. » Et en fait, j'ai l'impression qu'ils, sans doute, beaucoup se disent « Il vaut mieux pas en parler, il vaut mieux pas s'ajouter à la meute et dénoncer parce que du coup, si je fais un tweet sur ça, j'alimente le fait de rappeler « Eh oh, c'était un Mohamed qui a fait le coup. Eh oh, c'était un Mohamed d'origine algérienne qui a fait le coup. Eh oh, c'était un Mohamed de confession islamique qui a fait le coup. » C'est par peur qu'il y ait une contre-production. Et en fait, en réalité, je leur dis à eux, sachez que les gens qui ne nous aiment pas, nous les Français d'origine maghrébine, ou vous les musulmans, moi je suis un ex-musulman, voilà, c'est différent, mais eux l'interprètent pas comme ça, je pense. Ils interprètent plutôt en mode, c'est bizarre, ils ont fait un tweet pour Naël, ils ont fait des tweets pour des gens victimes quand ils leur ressemblent d'un point de vue couleur de peau, patronyme et origine. Par contre, j'ai moins vu des tweets sur Thomas ou sur la petite Lola, etc. Donc attention aux deux poids deux mesures, voilà. Il faut effectivement. Mais en fait, je pense que peut-être que beaucoup ont envie de compatir avec les Lola, avec les Thomas, etc. Peut-être que davantage, il y en a une partie qui veulent plus compatir avec des victimes qui leur ressemblent. Je sais pas, mais j'ai l'impression que peut-être il y a une partie des Français d'origine maghrébine, voilà, qui se disent c'est encore un des nôtres. Je veux surtout pas qu'on en parle de ce sujet. Je préfère pas qu'on en parle, etc. Je sais pas. Je pense que c'est une petite interprétation possible. Maintenant, je vais essayer de donner la juste réponse. Je viens de réaliser en fait la meilleure façon de répondre à votre question. Elle me vient en tête. Moi, depuis tout petit, je constate que des Français d'origine maghrébine ou de l'immigration islamique sont des gens très perméables à la question des discriminations et du racisme. Très perméables à ça. Même dans leur vote, dans leur façon de voter, c'est un des premiers critères quasiment. C'est rédhibitoire, toute personne qui est accusée de xénophobie ou de racisme envers eux, il ne lui donne pas son vote. Et d'ailleurs, j'ai remarqué, c'est mon expérience, hein, que la plupart des Français d'origine maghrébine ou musulmans que j'ai pu côtoyer dans ma vie, ils votent de façon extrêmement prégnante, de façon extrêmement majoritaire à gauche, et ils détestent la droite. C'est pas genre ils votent à gauche et ils hésitaient de peu et finalement ils votent pas à droite. Non, c'est vraiment pas, c'est pavlovien et binaire. Ils votent à gauche parce qu'ils détestent la droite. Parce que pour faire simple, ils ont l'impression que la droite c'est des gens racistes ou xénophobes qui aiment pas leur pays d'origine ou qui aiment pas les Arabes, et la gauche va les protéger de ce racisme, etc. Et d'ailleurs, mon impression peut se traduire dans les statistiques. Par exemple, en 2022, c'était un sondage IFOP pour la Croix qui avait dit que 70% des électeurs musulmans au premier tour de l'élection présidentielle de 2022 ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, donc pour une gauche plutôt radicale. Et encore, même dans les 30% restants, il y a encore beaucoup d'électeurs musulmans qui votent davantage pour des partis de gauche un peu satellites, style PS, communistes, etc. Donc c'est dire à quel point le vote de gauche est très important chez les musulmans, et dans la mesure où il y a des études de l'INSEE, par exemple, qui disaient dans une étude qui s'appelle Trajectoire et Origine de 2019 à 2022, qui disait que 9 musulmans sur 10 en France sont quand même issus de l'immigration, et d'une immigration principalement maghrébine, voilà, Algérie, Maroc, Tunisie, on peut un peu en déduire, ça me semble pas relever de la science-fiction, que voilà, les populations en France d'origine maghrébine et musulmane, globalement, votent plus à gauche qu'à droite. À cause, encore une fois, de cette problématique des discriminations et du racisme qui est très importante pour eux.
Je les accuse pas d'être obnubilés par ça, mais moi, peut-être je suis un peu plus optimiste, peut-être j'essaie de voir le verre plus à moitié plein qu'à moitié vide. Je considère que la France est une terre d'opportunités, de liberté et de droit, et j'ai plus bénéficié. La France, franchement, les gens peut-être s'en rendent pas toujours compte, mais la France, elle ne laisse pas ses citoyens mourir de faim. Nous, les Français d'origine maghrébine ou d'origine algérienne ou arabe, il faut remercier la France parce que on a bénéficié de la même école publique gratuite que tous les autres, les mêmes soins hospitaliers que tous les autres, on a droit aux mêmes prestations sociales que tous les autres. Quand je vais dans le magasin, le prix sur le sandwich et la bouteille, il est identique pour moi que pour tous les autres. Donc vraiment, voilà, moi je vois plus les choses comme ça, mais je peux comprendre qu'éventuellement soit dans un paradigme un peu plus accentué sur ça. Mais force est de constater, et je vais justement maintenant traduire concrètement mon propos, que ces Français d'origine maghrébine ou musulmans votent pour des partis de gauche radicale, que ce soit à échelle locale ou à échelle nationale, qui, je suis désolé, ce n'est même pas une critique, c'est un constat, sont les partis les plus laxistes d'un point de vue judiciaire. Ce sont ceux qui proposent le moins ou pas du tout d'aggravation substantielle des peines envers les criminels. Ils parlent beaucoup, il suffit de lire les programmes, ils parlent beaucoup de... Désormais la police. Par exemple, alors d'abord, ils parlent beaucoup de, comment dire, augmenter le nombre de magistrats, ou augmenter les budgets, ou faire du pédagogisme. C'est très bien d'augmenter les magistrats et le nombre de magistrats et les budgets, c'est important. Mais même si demain il y a 2 fois plus de juges, et ben les 2 fois plus de juges, ils ont toujours les mêmes lois laxistes sous leurs yeux, qui font qu'on lit dans la presse sans cesse qu'il y a des criminels violents multirécidivistes qui sont passés pour la 30e fois, la 40e, la 50e fois devant un juge, parce qu'ils ont droit à une 49e nouvelle chance encore de se mélanger à la foule innocente. À un moment donné, c'est complètement dingue. Et en fait, ces Français d'origine maghrébine qui plébiscitent davantage, effectivement, ces partis qui, dans leur programme ou dans leur discours, davantage, ils font comme ils veulent, ils votent pour ce qu'ils veulent. Moi, je donne pas de consigne de vote aux gens. Mais en tout cas, parlent de retirer les caméras de sécurité dans les villes, parlent de désarmer la police, parlent de faut lutter contre la répression, faut faire de la pédagogie. Mais déjà, les lois en France sont tellement laxistes envers les criminels. Et encore, moi, je ne dis même pas que la justice est laxiste. Pour moi, la justice est démocratique, parce que si on prend genre les grandes dernières élections en France, plus d'un électeur sur 2 vote pour des partis qui ne proposent rien comme aggravation substantielle des peines envers les criminels. Donc, est-ce que la justice est laxiste, ou est-ce qu'elle est juste le reflet de ce que la majorité des gens veut et plébiscite en termes de partis politiques qui n'ont rien à foutre de l'aggravation des peines envers les criminels? Et donc, moi, j'ai envie de dire à ces Français d'origine maghrébine, je vous ai dit tout à l'heure, la mauvaise image, notamment des Français d'origine maghrébine ou arabe ou musulmans, vient du fait qu'il y a des gens dans nos communautés, entre guillemets, qui se comportent mal, qui passent régulièrement dans les médias, sur Internet, etc., et qui entretiennent cette mauvaise image en se comportant comme des racailles, avec des discours anti-français, comme des terroristes. Et vous, en fait, les Français musulmans ou d'origine maghrébine, vous votez massivement pour des partis politiques qui vous garantissent le plus de laisser prospérer dans les rues ces criminels de vos communautés qui vont mal agir et entretenir la mauvaise image de vos communautés, et après vous allez vous en plaindre. Donc à un moment donné, faut faire preuve un minimum de bon sens et d'intelligence. Et moi je trouve que moi si j'étais un conseiller politique de ces partis politiques de droite qui, comment dire, ils ne parlent jamais ils ne parlent jamais des partis politiques de droite en général aux banlieues, je trouve, ou aux immigrations arabes, ou spécifiquement au public d'origine maghrébine, ou même aux musulmans. Ça part d'une bonne intention sans doute, parce que ils ont un discours national et ils estiment qu'ils n'ont pas à avoir un discours par communauté. Ok, j'entends bien sur le principe. Mais moi, si j'étais eux, je présenterais la lutte contre la criminalité non pas seulement comme une mesure sécuritaire, mais comme une mesure anti-discrimination. Et ça, c'est plutôt, je trouve, un paradigme assez révolutionnaire, en fait. Le fait de leur dire, je vous garantis que je vais nettoyer les rues des criminels, et on en revient à ma réflexion de tout à l'heure. Les gens obligés, entre guillemets, et je les défends pas, qui discriminent, qui ont peur des Maghrébins, qui les fuient, qui ne veulent pas les voir, pour compenser les lacunes de l'État et du système judiciaire, qui laissent proliférer dans la société des gens qui se comportent mal, et qui participent des méfiances des communautés, entre guillemets, les unes envers les autres. Parce que dans les pays du monde les plus sécuritaires, ça n'a même pas
L'idée d'une mauvaise image d'une communauté n'a même pas de sens, en fait, parce que vous posez votre portefeuille sur une table à un café, vous l'avez oublié, 6 heures plus tard, vous le retrouvez au même endroit. Parce que dans certaines villes de Corée du Sud, ça n'existe pas un antivol pour vélo. Même dans des mégalopoles de millions d'habitants, vous laissez votre vélo à un endroit, si vous l'avez oublié, vous revenez 3 semaines plus tard, vous retrouvez votre vélo au même endroit. Voilà. Et du coup, en fait, dans les pays les plus sécuritaires dans le monde, parfois c'est souvent des micro-États, l'idée de méfiance, de discrimination a moins d'intérêt parce que l'État a fait en sorte de diffuser dans l'imaginaire collectif de tout le monde que je vous garantis que toutes les personnes que vous allez croiser, que ce soit un entretien d'embauche, que ce soit pour louer un logement à quelqu'un, c'est forcément des gens pas criminels parce que tous les criminels, on les a dégagés de la société. Du coup, ils ont moins de crainte. Je fais un schéma, ok, c'est schématique, de louer un logement à quelqu'un, tandis qu'aujourd'hui, quelqu'un en France, par exemple, qui veut pas louer à des Africains ou à des Maghrébins, il va retourner le paradigme de certaines personnes censées me représenter parce que, par exemple, c'est des personnes qui veulent contrer la mauvaise image des Arabes, ils viennent à la télé comme chroniqueurs télé, et à chaque fois ils doivent défendre, entre guillemets, l'image des Arabes qui sont devenus des racailles ou des terroristes, ils disent « mais c'est normal, c'est parce qu'ils sont pauvres, c'est normal, c'est parce qu'ils sont jeunes ». Et ben à force, le mec qui regarde sa télé, qui est français, qui aime pas les Arabes, qui se dit « c'est parce qu'ils sont pauvres, les Arabes c'est parce qu'ils sont pauvres, les Arabes c'est parce qu'ils sont pauvres, les Arabes c'est parce qu'ils sont pauvres ». À l'arrivée, quand il doit louer un logement à 2 personnes, et parmi les 2, il y a un Arabe, il se dit « peut-être je vais pas louer à cet Arabe, même s'ils ont les mêmes types de revenus, parce que c'est vrai que les Arabes, ils sont pauvres. Peut-être qu'il doit aider sa famille pauvre et du coup, il va moins allouer de l'argent au loyer que je dois réclamer. Il va en donner à sa famille pauvre ou à sa famille pauvre du bled. Eh ben, je vais donner de l'argent aux Vietnamiens, puisqu'apparemment, il n'y a pas des défenseurs de sa communauté qui sont passés à la télé pour dire c'est parce que les Vietnamiens sont pauvres. Voilà, mais tout ça pour dire que, à l'arrivée, moi, je trouve que c'est un paradigme intéressant de promettre aux gens qu'on mon faciès, mes origines, de leur dire en réalité, lutter contre la criminalité, c'est le meilleur moyen de lutter contre les discriminations, en fait. Parce qu'on retire de la société tous les gens, certes minoritaires, qu'ont mes origines, géographiques, on vous garantit, en fait, que on va dégager ces gens qui, à chaque fois quand ils agissent mal, ils créent une victime directe, la victime principale, la personne qui vole, la personne qui tue, la personne qui viole. Mais à chaque fois, nous qui sommes des Français qui ont mon patronyme, mon faciès et mes origines géographiques voilà, d'Algérie, même si je suis né et j'ai grandi en France, nous-mêmes, on subit quelque chose de supplémentaire, c'est que ce criminel qui nous ressemble, entre guillemets, ou auquel on est assigné, il alimente ou il entretient la mauvaise image des Arabes en France. Et aussi, je peux compléter peut-être mon propos pour terminer. Également, moi, je ferai ce type de parti, je présenterai aussi, parti de droite ou de gauche, peu importe, la lutte contre la criminalité comme un moyen d'aider les pauvres plutôt que d'aider les riches. Parce que les riches, leur argent les préserve un peu de la criminalité. Ils déménagent, ils emménagent dans des endroits les plus cossus où il n'y a pas de racailles, où il n'y a pas de terroristes. Le petit bourgeois d'un centre-ville très très loin de la cité, si ses parents lui offrent un appartement à l'âge de 18 ans et du coup il n'aura jamais dans la tête la peur de ne pas payer le loyer le mois suivant et la peur d'être SDF, que peut-être des gens comme moi ont pu connaître dans la vie cette peur, peut-être que, et je le reproche pas d'ailleurs, je suis un libertarien, moi je suis pour le fruit de son travail, on le donne à ses enfants et il n'y a pas de souci, hein, je suis pas jaloux, tant mieux pour lui. Mais en tout cas, peut-être que ces gens-là peuvent enfanter un gamin qui, à l'âge de 18-19 ans, sera anti-autorité et anti-police par idéalisme, tout en portant un t-shirt Che Guevara. Pourquoi pas? Sur le principe, moi ça me va. Par contre, il m'avait semblé, les statistiques effectivement vont dans ce sens, que les Français d'origine musulmane ou les Français d'origine maghrébine sont censés être parmi les populations les plus pauvres en France. Il m'avait semblé que dans le premier décile des revenus, par exemple, eh ben, on trouve davantage une proportion de maghrébins ou de musulmans, davantage que le taux de maghrébins ou de musulmans par rapport à toute la population française. Eh bien justement, vous qui votez massivement pour les partis qui sont les moins disants en termes de sécurité, qui sont les plus laxistes en termes de sécurité, au contraire, vous devriez taper à leur porte et exiger davantage de sécuritarisme, qui n'est pas une insulte pour moi, au contraire, puisqu'en fait, vous, comme vous êtes des pauvres, vous n'avez pas les moyens de déménager facilement, vous n'avez pas les moyens de partir en vacances comme vous voulez. Le dernier des loisirs des pauvres qui leur reste, c'est de descendre en bas de chez eux et d'avoir une rue un minimum tranquille. Vous voulez que votre femme ou votre fille seule puisse se balader la nuit tranquillement dans la rue et pas avoir peur de rentrer la nuit parce que il y a des racailles qui zonent, qui agressent éventuellement les femmes seules et en plus en hiver, il fait nuit à 16 heures. C'est indigne de notre pays. Toutes les femmes devraient pouvoir sortir même isolément, toutes seules, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, peu importe qu'on soit en plein été ou en plein hiver. Également, c'est les écoles de vos cités où, avec le laxisme judiciaire, quand il y a des agressions,
il faut des procédures à non plus finir pour que l'agresseur soit viré, les racailles soient virées, et finalement, c'est la victime qui doit changer d'école. Et ben, en fait, si on était dans un État qui fait très attention, on virerait facilement les voyous de ces écoles, même on louerait des logements, on pourrait expulser en parallèle. En fait, les gens auraient moins peur de louer à des gens d'autres communautés parce que vous savez que la loi vous aide et que, en 5 minutes, si le mec est un squatteur, il est dégagé. Aujourd'hui, en France, avec le procéduriarisme, avec tout ce que ça a de péjoratif dans ma bouche, il faut 2 ans de procédure des fois pour virer un squatteur avec 15 coups de tampon entre le préfet et le juge. Des fois, même quand le juge a signé l'avis d'expulsion, le préfet, à sa discrétion, peut dire « Non, je veux pas l'expulser. » Pourquoi? Et allez hop, on est reparti pour 6 mois de procédure. Donc apparemment, les pays du tiers-monde tout pourris, soi-disant, hein, je fais une caricature, le squatteur, on le vire dans la minute. Et nous, l'état de droit procéduriariste, apparemment, il faut 2 ans pour savoir que le mec qui a le papier du notaire signé, c'est sa maison à lui, et c'est pas le squatteur, en fait, qui a bénéficié de la loi procédurière toute pourrie du genre. Ah non, dans la loi, il y avait écrit « il est rentré par effraction ». Or, on peut pas prouver s'il est rentré par effraction ou pas. Et allez, on est parti pour 2 ans de procédure. On dirait que la loi française, c'est un pervers narcissique qui joue sur les mots. Et en fait, on s'en fout, on veut des lois efficaces, en fait. Donc, moi, voilà, je serais la plupart de ces gens qui ont mes origines, qui plébiscitent apparemment. Et le pire, c'est que ces gens-là, en général, alors là, c'est un souvenir que je donne moi-même de mes propres souvenirs à moi. Pour leur propre pays d'origine, en général les musulmans ou les Français d'origine maghrébine, ils sont contents d'avoir une justice sévère, ils sont contents d'avoir, une police efficace. Et ici, à contre-courant, ils votent, ils plébiscitent davantage des partis qui proposent le total contraire. Alors que souvent, dans des discussions entre 4 yeux, loin des représentants qui prétendent porter leur parole, peut-être dans les médias, peut-être c'est un problème de filtre médiatique, j'en sais rien. La plupart des gens sont tout à fait capables de comprendre entre 4 yeux les gens qui ont mes convictions, qui ont mes origines. Ils rêvent d'une rue tranquille, tout autant que la plupart des Français, peu importe leur religion et leurs origines. Après, je me permettrais une petite nuance quand tu dis que c'est pas tant un problème de juge qu'un problème de loi qui, de toute façon, sont trop laxistes par nature. Tu citais l'exemple du squat. La loi, elle est la même pour tout le monde, sauf qu'il y a, je crois que c'était il y a 6 mois de ça, il y a eu un juge d'instruction qui s'est fait squatter sa maison. C'était la même loi qu'ils ont appliquée, ils étaient dehors en 48 heures, ils étaient en prison en 7 jours. Oui, mais indirectement, c'est parce qu'en fait, la loi laisse cette marge de manœuvre du 2 poids 2 mesures, qui fait que quand un sénateur ou un juge, sa maison est squattée, bizarrement, la personne est évacuée tout de suite. Et quand c'est Nicolas Lambda qui a sa maison squattée, je suis d'accord avec toi. Mais c'est à cause du type de loi qu'on a. Je te donne un exemple. Il y a des lois françaises, la plupart, quand elles punissent des criminels violents, elles disent quoi? Elles disent pas on punit de 3 ans et 450 000 € d'amende, 3 ans d'emprisonnement. Elles disent jusqu'à. Très bien. Eh bien, 2 semaines avec sursis, c'est introduit dans le jusqu'à. Donc, à un moment donné, il faut des lois binaires, en fait. Si on a ce genre de loi avec jusqu'à, encore une fois, je dénonce cette fameuse prose du, entre guillemets, je disais ça en plaisantant, du pervers narcissique qui veut jouer sur les mots et ne jamais affronter les problèmes. En fait, c'est un problème de, finalement, ce que je dénonce aujourd'hui, et qui conclut le sujet de notre entretien. Finalement, c'est un problème global de plein de choses. C'est systémique, c'est à la fois problème dans la précision des lois, à la fois un problème dans la gestion, le type d'immigration qu'on a, c'est à la fois un problème de division de notre pays. J'ai l'impression que c'est un problème systémique de fond et de forme, voilà. Mais si tu fais des lois binaires et que tu enlèves la notion de jusqu'à, tu détruis complètement le concept de circonstances atténuantes, de circonstances aggravantes. On n'est pas obligé d'être dans le gauchisme absolu, mais tu peux pas mettre sur le même plan une personne totalement consciente de ses actes, qui se livre à un acte de délinquance par gratuité. C'est une très bonne remarque, mais je pense que ce n'est pas incompatible avec ça. Et par exemple, j'ai vu récemment un Français, je crois que c'est Pablo, qui se fait agresser par des gens qui, je crois, veulent lui piquer sa bagnole. Ils sont 2, ils ont des couteaux. Ce Français arrive à retourner le couteau contre son propre agresseur. Ce Français était agressé. Il a été reconnu qu'il n'avait pas l'intention de tuer son agresseur. Il a pris 12 ans de prison et je crois même qu'il a pris moins que l'autre agresseur qui a survécu, qui n'a pris que 5 ans. Donc c'est complètement dingue. Pour moi, une personne qui se défend d'un agresseur armé, pour moi, sans juger le fond de cette affaire précisément, mais d'une manière générale, sur le concept, pour moi, c'est de l'autodéfense. Il mérite pas la prison sur le principe, pas sur le fond de cette affaire que je connais pas forcément. Voilà. Mais pour moi, sur le principe, c'est comme ça que je vois les choses. Et pour moi, c'est pas incompatible avec des lois un peu plus binaires. Et sans doute, si on avait des lois plus binaires et au moins des lois qui disent, par exemple, que
un multirécidiviste de la violence au bout de 2 fois ou 3 fois, il a enfermé à vie en prison, il ne ressort jamais. À un moment donné, ça se saurait par rapport aux gens et les gens en parallèle se calmeraient et les aspirants à la racaillerie, les aspirants au crime, ils se calmeraient, ils changeraient peut-être de pays dans un pays plus laxiste ou qui est davantage un paradis pour les criminels, j'en sais rien. Ou alors ils essaieraient de s'intégrer ici. Mais tant qu'ici, on a un terrain judiciaire qui est favorable à accentuer les problèmes, tant d'intégration que de criminalité, ça rajoute du liquide inflammable à ce merdier. J'aimerais juste revenir sur vos propos de tout à l'heure, où je vous rejoins d'ailleurs. Vous disiez, ils sont souvent issus de pays, effectivement, où les lois sont beaucoup plus sur le régalien, sont extrêmement dures. Moi, je vais vous prendre un exemple que je connais assez bien, c'est celui de la Tunisie, où il y a Saïd Kaïs qui est élu, complètement anti-immigrationniste, considéré plutôt comme d'extrême droite. Selon une vision française, ce serait même à la droite d'Éric Zemmour, Saïd Kaïs. Pourtant, en France, même s'ils sont plébiscités, ces dirigeants sont plébiscités dans leur pays d'origine, par eux-mêmes, ne le sont pas du tout en France. Comment est-ce que vous expliquez cette Je l'ai expliqué durant l'entretien. Vous l'avez expliqué par rapport au vote de la gauche. Non, oui, par rapport au fait que peut-être les populations d'origine maghrébine ici, c'est mon expérience qui parle, je ne veux pas de généralité, mais sont davantage sensibles à la question des discriminations et du racisme. C'est un des premiers critères pour lequel ils votent. Et ils estiment que les partis de droite sont davantage racistes ou xénophobes et donc ils vont voter davantage pour la gauche qui défend peut-être aussi leurs intérêts économiques également. Il faut le dire, ça rentre également dans la balance. C'est pour ça que je dis que moi, si j'étais malin à la place de la plupart de ces partis de droite, je leur dirais, vous voulez lutter contre le racisme et la discrimination? Je vous garantis de nettoyer les rues. Ouais. Toute la France deviendra Monaco dans les rues. Vous inquiétez pas que dans l'imaginaire collectif va s'installer à un moment donné l'idée que peu importe qui vous croisez, forcément vous croisez des gens innocents parce que la France a garanti que tous les criminels sont mis hors d'état de nuire et sortis de la société. Et aujourd'hui, les Français, je pense une bonne partie qui ont des peurs, et donc je leur reconnais une posture victimaire, même s'ils nous fuient, ils nous discriminent même parfois, et c'est horrible effectivement. Je pense qu'ils compensent en réalité le laxisme judiciaire et les règles du jeu pourries sur le terrain français qui font que vous vous dites sans cesse « Oh, je vais retirer mes enfants de cette école » parce que dans toutes les écoles publiques de France, quand il y a un agresseur et on entend souvent parler de voyous et de problèmes, c'est la victime qui doit déménager. « Oh là là, je préfère aller dans un immeuble où il y a tel type d'habitants plutôt que tel autre » parce que en France, tu peux pas virer facilement des gens. Même la part des Français, ils disent souvent, c'est un commentaire horrible, mais il y a plein de Français maintenant qui disent de plus en plus, ça sert à rien de porter plainte à la police. Ne serait-ce qu'on ait intériorisé cette expression, ça veut déjà dire qu'on s'est habitué au fait que il y a un voisin qui fout la merde, qui fout du bruit, etc. Il y a d'autres pays dans le monde, ça se passe pas comme ça. Il y a même l'équivalent de nos cités en Corée du Sud, en Pologne ou en Serbie, par exemple. Tout se passe très bien, il n'y a pas de racailles, il n'y a pas de... Et pourtant, il y a la même disposition architecturale, il y a même sans doute des moyens financiers alloués par foyer qui sont bien moindres que dans beaucoup de nos cités qui, en termes d'avantages économiques, sont davantage mieux lotis que la Creuse et le Cantal. À un moment donné, le critère de l'argent ne fait pas tout. Hein. C'était le sens de ce que j'avais dit durant cet entretien. Il y a aussi un aspect... oui. On va pas tarder à conclure cet entretien, mais j'avais juste une question. Est-ce que vous êtes pour des statistiques ethniques? Alors, je sais pas ce que les statistiques ethniques... en fait, moi, j'essaie d'être, pragmatique. Je pense que si on a un État très efficace, je me suis pas posé la question, j'avoue, je me suis pas posé la question, mais si on a un État très efficace qui met hors d'état de nuire les criminels et qui veut les analyser selon des critères les moins subjectifs possibles, mais les plus clairs, par exemple, des trucs binaires du genre, c'est quoi sa nationalité, pas sa nationalité, c'est quoi la nationalité de ses parents, pas la nationalité de ses parents. Pour moi, je pense que c'est largement suffisant. Éventuellement, la religion peut entrer en cause pour l'intentionnalité, par exemple, d'un attentat. Donc, effectivement, c'est un critère qui peut rentrer en compte. J'avoue que je me suis pas posé la question. Déjà, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, je pense que même les statistiques ethniques existent quand il faut analyser, par exemple, des discriminations à l'embauche mais tout d'un coup, ça devient infamant quand il faut analyser éventuellement les criminels. Et pour moi, il y a des gens, par exemple, ils vous disent facilement, des gens qui, encore une fois, ont un but positif louable de base, qui vous disent « regarde, celui qui a eu le dernier prix de la meilleure baguette de Paris, regarde, c'est un Français d'origine tunisienne. » Tu vois, hein, moi, à chaque fois que j'entends un mec qui parle comme ça, j'ai envie de lui dire « si tu veux parler comme ça, ne te plains pas que le nationaliste droitard a envie aussi de regarder l'origine des terroristes. » Soit les deux discours sont dignes et respectables dans la société française, soit les deux discours sont infamants. Mais c'est pas quand ça vous arrange, les statistiques ethniques ou de nationalité, ça vous va. Et moi, c'est pour ça que je suis contre le deux poids deux mesures, comme ce qu'on avait dit tout à l'heure avec
vous savez, le taux, c'est parce qu'ils sont jeunes, c'est parce qu'ils sont Bien sûr, pauvres, alors le taux qu'en de pauvreté. réalité, un terroriste ou une racaille parmi les jeunes et parmi les pauvres, ça reste minoritaire. Et ben, si tu veux, voilà, et ben, il faut regarder le miroir en face et ne te plains pas si tu as envie d'invoquer la pauvreté de la racaille, ne te plains pas qu'il y ait le discours qui est le strictement inverse de quelqu'un qui milite pour les idées politiques inverses et qui a envie de regarder la religion ou l'origine immigrée de la racaille. Soit les deux discours sont respectables dans la société française, soit les deux discours sont infamants. Voilà. Majid Oukhacha, merci. Avant de conclure, est-ce que vous pourriez nous montrer vos 2 derniers ouvrages, enfin vos ouvrages, et l'actualité que vous avez en ce moment? Oui, effectivement. Je vous remercie à nouveau pour votre invitation. C'était très sympa ces échanges. J'invite les gens à me retrouver sur ma chaîne YouTube Majid Oukhacha, dont vous aurez sans doute le nom, le lien, l'URL. Directement. Majid, prénom, Oukhacha, nom. Hein. Voilà, c'est ça. Majid C'est pas Majid Oukhacha. Et j'en profite pour faire également la publicité, même si c'était pas le sujet d'aujourd'hui. Si jamais ça vous intéresse, par exemple, mes 2 derniers livres, Ex-musulman, le guide de survie. Voilà, vous pouvez retrouver ce livre sur Amazon. Et j'ai amené également, pour en parler, mon livre le plus connu, Sans contradiction et erreurs scientifiques dans le Coran. Voilà, si jamais ça vous intéresse, mon travail que vous allez voir sur Internet, sur ma chaîne YouTube, et que vous avez envie de lire mes ouvrages, voilà. Merci encore à nouveau pour votre invitation. Merci encore, et merci à Greg aussi qui a posé quelques questions et qui était à mes côtés. Cette collaboration, on vous l'expliquera un jour. On l'a toujours pas fait, mais on vous expliquera un jour cette collaboration. Merci encore, Majid Oukhacha. Je vous en prie. Merci, au revoir.